Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Label TV, votre chaîne panafricaine internationale, également sur Sunu Label TV, la chaîne au cœur du Sénégal. C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous avoir dans Tête à Tête. Nous sommes ce soir au building administratif Mamadou Dia, avec moi le directeur de la communication du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Monsieur Habibou Dia. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Penda et bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs de Label TV et les initiateurs de ces médias que je salue. Et je vous souhaite la bienvenue dans cet immeuble mythique, Mamadou Dia, où siège le gouvernement du Sénégal. Merci Monsieur Dia. Alors on a le sentiment actuellement qu'il y a quelques tensions entre le ministère de la Communication et la presse. Qu'en est-il, surtout après la publication du rapport de la réforme des médias? Au niveau du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, nous ne sentons pas, ou nous n'avons pas l'impression vraiment d'existence de tension. En tout cas, de notre point de vue, nous ne sommes pas dans une posture ou un postulat de tension ou de conflit, voilà. Et de ce point de vue, c'est pour ça que nous avons appelé à la publication de ce premier rapport, qui est un rapport mémorable et historique, parce que de l'indépendance à nos jours, il n'y a jamais eu de rapport sur le secteur de la communication. Ce rapport porte sur la réforme du secteur de la communication, qui englobe aussi bien les médias que la publicité. Le deuxième postulat qui me fait dire qu'il n'y a pas de tension, c'est que, en réalité, cette réforme vient traduire la demande des acteurs des médias eux-mêmes, la corporation, qui se sont réunis durant plusieurs jours, durant plusieurs mois dans des assises et qui sont arrivés à des conclusions avec 5 recommandations clés qu'ils résumaient dans leur jargon en plaidant en faveur de l'assainissement du secteur de la presse. Assainissement, c'est quand même un mot assez chargé, parce que quand on parle d'assainissement, ça veut dire qu'il y a quelques-uns ou quelque chose qui est malsain et qu'il faut le mettre à la poubelle. Alors nous, de notre point de vue, le travail qui est important qui est fait et qui entre en droite ligne avec la volonté des acteurs des médias, après que le chef de l'État ait décliné la vision pour appeler à un dialogue rénové, c'est d'abord l'application du cadre légal en vigueur, que les acteurs des médias ont toujours souhaité en demandant l'application des dispositions du Code de la presse. C'est important de s'arrêter sur ce point. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le ministère ne crée pas de nouvelles règles, ne fixe pas de nouvelles conditions, n'est pas en train, lui, tout seul, de décider de quel média vit ou meurt. Il ne l'a jamais dit. C'est plutôt, il applique le Code de la presse et il prend les dispositions parce qu'une loi est arrimée à la Constitution et cette même loi doit avoir des dispositions réglementaires qui permettent de mettre en œuvre les énoncés qui sont dans les articles et les chapitres. C'est à ce titre qu'il y a des décrets qui organisent les obligations et avantages des entreprises. C'est à ce titre qu'il y a le décret portant création du Fonds d'appui au développement de la presse. C'est à ce titre qu'il y a l'arrêté sur les redevances. C'est à ce titre que le ministre fixe les autorisations des médias audiovisuels au travers d'arrêtés. Et c'est à ce même titre qu'il y a tout un chapitre consacré aux sanctions dans lequel il y a des sanctions conférées à l'autorité administrative et qui a été aujourd'hui traduit en arrêté pour la cessation de diffusion des médias non conformes. Nous allons y revenir. Jusque-là, de août à aujourd'hui, vous aviez lancé une plateforme dans laquelle les entreprises de presse pouvaient s'inscrire, ou du moins, en tout cas, renseigner aujourd'hui leur statut et la viabilité de leur activité. Au jour d'aujourd'hui, on en a compté à peu près 389, si je ne me trompe, médias non conformes aujourd'hui à... Tout à fait, approximativement. Donc ce processus a démarré l'année dernière déjà. Donc c'est dès le premier mois d'arrivée du ministre, il a commencé les travaux. D'abord avec des concertations après avoir reçu les assises, puis à la Maison de la Presse en lançant la plateforme numérique Déclaration Média Sénégal, mais aussi en s'arrêtant un peu sur l'analyse du contexte des problématiques. Le fonds d'appui, comment est-ce qu'il est distribué et géré? Quasiment la moitié qui n'allait pas au bénéfice des entreprises de presse et qui posait une problématique essentielle, existentielle sur la réalité de ce fonds et la façon dont il est géré. Mais également la précarité des employés du secteur qui, dans un rapport
alternatif des jeunes reporters, apporter des évidences sur l'absence de contrat de travail, de salaire fixe, etc., de cotisations sociales. Et les conséquences que cela a sur le secteur, avec en plus une limitation non seulement des attributions du régulateur, mais aussi de ses ressources financières, mais l'absence même de ressources technologiques pour faire la veille convenablement. L'impact global, bien entendu, c'était tout ce qu'on constate comme désordre dans l'information, l'intégrité de l'information qui est très fortement affectée, et tout ce qui passe par les peines au quotidien de poursuites pour diffamation, pour fausses nouvelles, pour outrage, des chroniqueurs dans des procédures dans les mailles de la justice. Et donc, tout cela, pour y mettre un terme, il fallait tout simplement traduire les dispositions du Code de la presse et les mettre dans la plateforme déclaration média pour demander aux médias de venir s'enregistrer. Je rappelle également que ce processus n'est pas un processus que le ministère a déroulé en solitaire. Il a fallu que les acteurs, à l'issue d'une seconde journée de concertation, demandent à l'autorité de tutelle la publication de la liste officielle des médias. Eux-mêmes parlaient de médias reconnus. Nous, on parle de médias parce qu'on n'est pas là pour reconnaître. C'est la loi dit ceci et cela pour se conformer, et même ce terme conformité, c'est la loi qui le dit, ce n'est que cela que nous avons transposé. Et donc, les médias ont eu plus de 8 mois pour renseigner un certain nombre d'informations et à l'issue de la première publication, il n'y avait qu'un peu plus de 300 médias enregistrés. Il a fallu que le ministre accorde un délai additionnel de 72 heures pour qu'on ait plus de 600 qui s'inscrivent. C'est-à-dire le nombre a doublé en 72 heures. Et de ce point de vue-là, lorsque les travaux ont démarré, le ministre a également mis sur pied une commission d'examen des déclarations. Il n'était pas obligé, les services du ministère pouvaient le faire. Mais pourvu, étant donné qu'il a la délégation de compétences techniques, il a demandé à ce que les vérifications se fassent dans un cadre transparent, concerté et inclusif. C'est dans ce sens que dans cette commission, on a la Commission nationale de la carte presse, on a le CNRA, on a le CORED, mais en plus, on a ajouté le ministère du Travail pour aider à la sécurité sociale, le ministère de l'Intérieur et de la Justice et nous-mêmes. C'est cette commission qui effectue toutes les vérifications des déclarations, qui vérifie si le journaliste a 10 ans ou 7 ans, est-ce qu'il est vraiment journaliste au regard de la charte qui encadre le métier, l'inspection du travail vérifie si les contrats sont de bons contrats, etc., etc. Et l'ensemble de ces données agrégées, analysées, me sont transmises, que je transmets à l'autorité qui valide leur publication. Ça veut dire que le ministère, en réalité, techniquement, n'intervient même pas dans le fond. C'est les confrères journalistes eux-mêmes qui font le travail pour leurs confrères. Et donc, c'est à cette issue qu'il y a eu la publication des 258 conformes et par opposition, on a effectivement 380 qui ne sont pas en conformité avec la loi. Le chef de l'État a-t-il reçu la conclusion des assises nationales? Il a annoncé aussi que l'aide à la presse devait être octroyée aux entreprises de presse, un montant qui était de 1,9 milliard jusqu'à présent. On est on a dépassé le premier trimestre de l'année 2025. Qu'en est-il de l'aide de la presse? Le chef de l'État l'a affirmé et il a rappelé au respect des traditions qui organisent une république, que dans chaque secteur, le décret fixant organisation et répartition des compétences attribue à chaque ministre sectoriel l'autorité de tutelle. Et que c'est à cette autorité qu'il faut s'adresser et que cette autorité, peut-être qu'elle a déjà les réponses. On n'a pas besoin d'escalader jusqu'au chef de l'État. Et donc, effectivement, les conclusions ont été transmises et il a renforcé le ministre dans les réformes et ce qui nous a conforté dans le travail qui est en train d'être effectué. Plus encore, le ministre a pris un certain nombre de mesures qui n'ont jamais été mises en œuvre depuis l'entrée en vigueur du Code de la presse. Il a revalorisé le montant des redevances qui a permis de capter une manne financière importante qui sont considérées en finances publiques comme des recettes spéciales. Et 50% vont à la création d'un fonds de développement pour la production audiovisuelle. C'est-à-dire les médias audiovisuels bénéficient aujourd'hui d'une enveloppe de base de 2 milliards. 20% de cette manne financière va vers la valorisation du fonds d'appui pour le développement de la presse, le FADP, qui passe de 1,9 milliard à 2,7 milliards. 10% de cette enveloppe ira au nouveau régulateur.
Vous me dites qu'on est au mois de mai et on n'a toujours pas le changement. C'est tout à fait normal parce que dans les mécanismes d'élaboration budgétaire, la loi de finances initiale, c'est pour ça qu'elle s'appelle loi de finances initiale, c'est tout simplement la reconduite de la loi de finances LFI-1. On reconduit la loi de finances 2024 pour début d'année 2025. Et c'est à partir de la moitié de l'année 2025, à l'issue des conférences d'arbitrage budgétaire, qu'on identifie les ressources financières additionnelles pour allouer des crédits nouveaux ou des mesures nouvelles en écriture budgétaire. Et c'est à partir du second semestre 2025 qu'il y aura une répercussion de l'augmentation sur l'enveloppe du FADP qui va passer effectivement à 2,7 milliards. Et le plus intéressant dans ça, c'est que dans un processus où l'enveloppe n'est pas encore stabilisée et qu'on est en train de réviser le FADP, le décret portant création du FADP, pour avoir un conseil de gestion avec plus de transparence, répartir les fonctions d'administrateur de crédit et d'ordonnateur de dépenses, parce qu'auparavant, l'administrateur cumulait ces deux fonctions, ce qui crée des difficultés en termes de transparence et de contrôle de gestion, et que cela déjà est en porte-à-faux avec les principes d'austérité financière de la finance publique, il fallait tout simplement s'assurer d'avoir les mécanismes juridiques d'abord stabilisés, de sécuriser l'enveloppe financière avant de pouvoir procéder à la distribution ou même à la revue. Et sur ce point, pendant que nous avons initié cette réforme du secteur de la communication, l'ADPME, l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, a accompagné en même temps en silence. Avec le CEDEPS, ils ont initié un projet pilote phare d'accompagnement à la restructuration financière des entreprises, dont le lancement se fera dans quelques jours, avec 12 entreprises pilotes qui vont bénéficier d'une enveloppe approximative de 400 millions de francs CFA pour leur permettre de juguler les difficultés auxquelles elles font face. Ça veut dire quoi? Tout simplement qu'en réponse à tout ce qui court, les bruits de couloir, les bruits de bottes sur la problématique de la viabilité des entreprises, il faut juste lever les yeux et regarder carte sur table ce qui se passe. Quand une administration augmente l'enveloppe initiale du FADP, qui passe à 2,7 milliards, crée une ligne additionnelle de 2 milliards et fait jouer le jeu des autres structures telles que l'ADPME pour mobiliser des ressources additionnelles, on est presque à 5 milliards d'enveloppes pour les médias. Est-ce que réellement cette administration peut étouffer la presse ou pas? C'est la question à se poser. Oui, et je rebondis sur cette question. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les acteurs sont unanimes sur le fait que le modèle n'était pas bon depuis plusieurs décennies, au point que chaque année, ils étaient obligés d'aller demander un effacement de la dette fiscale. Ça veut dire que si on veut vraiment que ce modèle change, il faut qu'on nous donne le temps d'apporter les changements nécessaires. Demander à reconduire le même modèle, c'est tout simplement faire fi de la requête avec insistance qu'il y a de vouloir changer et de rendre les entreprises de presse plus viables. D'autant plus que l'impact de la viabilité, nous le savons, c'est de garantir des emplois et de sécuriser les emplois des journalistes. Et la première phase de restructuration aujourd'hui a permis à 368 journalistes de bénéficier pour la première fois de toute leur carrière d'un contrat de travail en bonne et due forme visé par les services de l'inspection du travail. Donc très naturellement, pour sécuriser ces emplois, il faut aller vers la transparence dans les mécanismes de distribution de l'aide, de l'appui. Parce que ce n'est plus une aide, ce n'est pas une subvention, c'est un appui sur un élément spécifique demandé. Et donc, il est naturel et il est normal, c'est les règles de transparence, à minima, qu'il y ait des mécanismes de contrôle de décaissement, mais aussi des mécanismes de contrôle de la finalité de l'utilisation des fonds. Et que le salarié puisse savoir son entreprise a bénéficié de quel montant en termes d'appui en deniers publics et qu'il ne se retrouve pas dans des difficultés financières alors qu'on lui dit que son patron a touché beaucoup d'argent. En attendant que le patron touche à ces fonds-là, ça fait quand même à peu près un peu plus de 12 mois où on a vraiment le couteau sous la gorge. Difficile d'exister, surtout quand beaucoup d'entreprises de presse aujourd'hui ferment. Que beaucoup d'employés ne sont pas payés, qu'on n'arrive pas à régler les salaires. Alors, quels sont les critères d'éligibilité justement face à... Il y a un point important, c'est que moi, je ne suis pas au courant d'entreprises de presse ayant fermé. Je n'en connais pas. J'aimerais bien qu'on m'en cite un ou deux. Je connais, il y a un arrêté qui dit cessation de diffusion. De diffusion, ouais. Voilà. Donc une entreprise, ça veut pas dire peut avoir, voilà, parce que c'est une entreprise. Je veux dire, une entreprise, c'est une forme juridique, une personnalité juridique, un capital. Pour qu'une entreprise ferme, elle doit déclarer faillite ou être dissoute ou voilà. Donc j'en ai pas vu dans la presse, ok.
D'accord, c'est vrai, tout le monde nous dit on est en difficulté, on attend le paiement, mais ça revient à ce que j'ai dit, hein. Si on veut un changement, il faut pouvoir apporter le processus de changement approprié. Et l'autre élément que je dis souvent, c'est que lorsqu'on arrive à un point où une entreprise compte exclusivement et essentiellement sur un appui pour être viable, c'est qu'il y a un problème. Parce que la définition d'une entreprise qu'on nous apprend en école de management, c'est une organisation humaine, logistique qui concourt à faire du profit. Si vous n'êtes plus capable de faire du profit, ça veut dire qu'il y a des problématiques internes chez vous de gestion et de gouvernance managériale. Ce n'est pas un problème global. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé avec l'ADPME ce projet pilote pour d'abord pouvoir identifier quel est le problème de gouvernance financière dans les entreprises de presse d'abord. Parce qu'effectivement, et c'est un secret de polichinelle, on peut être un journaliste émérite, chevronné de très haut niveau, sans pour autant savoir comment... Donc, on peut qualifier aujourd'hui l'aide de l'ADPME comme une mesure urgente à la situation. C'est pas une aide, hein, c'est un appui structurel à l'accompagnement. Comme une mesure urgente, c'est une phase pilote sur 6 mois. C'est pas une mesure urgente parce que c'est pas quelque chose qui est né hier. Ils ont commencé au mois d'août également. Les investigations, les enquêtes, ils ont demandé au CEDEPS de diffuser aux intéressés. Il y a eu un premier lot. Donc, c'est un processus qui s'est fait dans le long terme également. C'est pour ça, je dis, bon, des fois, j'interroge également les mécanismes de fonctionnement de ces associations-là quand certains nous disent, nous, on n'est pas au courant, donc, etc. Mais néanmoins, c'est pour ça, nous, dans notre démarche de transparence, autant on est transparent sur les actions menées qui nous poussent à produire un rapport, autant on sera transparent. Demain, on va lancer la phase pilote avec l'ADPME et on sera transparent également sur les enveloppes. Le ministère reste à l'écoute de ces professionnels des médias au lendemain aujourd'hui, par exemple, de l'octroi de ces fonds. Comment définir ce modèle économique pour la viabilité de ces entreprises de presse, encore une fois, en dehors, enfin c'est déjà peut-être dans les assises nationales de la presse, mais si on prend en compte aujourd'hui tout ce qu'il y a autour, que ce soit la forme de la publicité, la nouvelle haute autorité justement de régulation, comment faire pour que ce métier soit vraiment sur le long terme? Moi, je suis très simpliste sur cette question parce que, je l'ai dit sous un autre angle, je le répète, il n'y a pas de problématique de viabilité dans l'écosystème des médias. Il y a un problème de gestion financière. Je veux pas stigmatiser, mais ceux qui possèdent les entreprises de presse, en entité personnelle, individuellement, ils ne sont pas pauvres. Ils s'en sortent bien. La problématique, c'est une problématique de gouvernance. Ça veut dire qu'il y a une confusion dans la rigueur financière des montants qui appartiennent à l'entreprise et des montants qui leur appartiennent à eux. Les dernières études statistiques pour le premier trimestre 2024 montrent que l'enveloppe globale dans la publicité audiovisuelle, je dis bien audiovisuelle uniquement, investie par le secteur privé est estimée à 15 milliards que l'audiovisuel capte. Les enveloppes d'aide que je viens de dire ne prennent pas en compte les montants que l'État injectait de façon plus ou moins nébuleuse à travers les conventions publicitaires. Ça veut dire qu'il y avait une manne financière qui circulait. Mais parce qu'il n'y a pas de contrôle, la problématique de gouvernance se posait et ces montants n'allaient pas directement dans les entreprises, ce qui impactait la viabilité. Aujourd'hui, il suffit tout simplement de mettre un cadre de transparence, ce que nous sommes en train de faire, et sur les appuis que l'État octroie, mais aussi sur la phase qui va venir et que le chef d'État a annoncé sur l'encadrement des conventions publicitaires. Quand une administration publique, un démembrement de l'État, utilise les deniers publics des citoyens pour injecter cela dans un domaine spécifique, cela doit respecter un nombre à minima de règles. Et le fait d'acheter de l'espace dans un média, c'est une prestation de service. Et les prestations de services dans les administrations sont encadrées par le Code des marchés publics. Ce code instaure un nombre de règles à minima pour la transparence. Il faut une demande restreinte de prix ou il faut un appel d'offres. Donc, quand vous avez un certain seuil dans une convention préalable et qu'on signe avec une administration pour 50 ou 100 millions, s'il n'y a pas d'appel d'offres, mais c'est problématique. Ça veut dire que c'était de la corruption et du détournement, tout simplement. Et c'est ce qui fait que cet argent n'allait pas dans les entreprises. C'est les personnes qui l'ont capté, qui l'ont gardé. En majorité, il peut y avoir des exceptions, bien entendu.
Et aujourd'hui, si vous établissiez une règle de transparence en disant Label TV, suite à un appel d'offres, gagne une enveloppe publicitaire au port, il y a également un cahier des charges pour les livrables. Et c'est ce qui posait problème dans les conventions. Vous signez une convention, un gentleman agreement, c'est un MOU, il n'y a aucun livrable. Mais une convention publicitaire, c'est qu'est-ce que Label TV exécute comme prestation? Production de publi-reportages, achat de bandeaux, animation dynamique sur un pavé dans leur site web, bande-annonce. Et en plus encore, ces contenus ne doivent pas être utilisés par rapport à un détournement d'objectifs pour profiter à des personnes. C'est-à-dire le DG ne doit pas utiliser les ressources pour faire de la publicité pour lui. Ces contenus doivent être arrimés aux contenus thématiques pour lesquels l'administration a un mandat. Si l'administration qui achète de l'espace a un mandat sur l'éducation, la santé ou l'agriculture, les contenus doivent aller dans ce sens-là pour aider au relèvement qualitatif des contenus programmatiques. C'est tout cela que nous comptons faire. D'accord. Le CNRA jugé dépassé devait être remplacé par une haute régulation. ARCA, haute autorité. Voilà. Qu'en est-il jusqu'à présent? Alors, à notre arrivée, on nous a dit oui, il faut aller rapidement vers la ARCA parce qu'on est pressé, on a bien travaillé pour ça, une haute autorité de régulation de la communication et de l'audiovisuel. On l'a dit, mes chers amis, vous êtes à côté de la plaque parce que la ARCA, elle est caduque avant même d'entrer en vigueur. Ça veut dire que vous allez encore limiter la régulation à l'audiovisuel et à la communication. Qu'en est-il de la publicité? Qu'en est-il des sites web? Qu'en est-il de la presse écrite à tout temps? Qu'en est-il des web TV? Et qu'en est-il demain s'il y a des médias alternatifs qui se créent? C'est pour ça qu'on a fait tabula rasa, on a repris les travaux à zéro et on a mis sur place des comités inclusifs aussi là, avec une représentation du CNRA, une représentation des acteurs des médias à travers le juriste du CEDEPS, la présence de la Commission pour la protection des données personnelles et des sectoriels, en plus du ministère, qui ont travaillé quand même du mois de février jusqu'au mois d'avril dernier pour stabiliser l'avant-projet et avoir une autorité en charge de la régulation des médias avec grand M et grand S, toutes sortes de médias qui existent ou à exister ou à venir, de régulation de la publicité, de régulation des plateformes digitales. Et on a mis un champ de définition, vraiment lato sensus, qui stipule en d'autres termes, sans reprendre mot à mot, que cette autorité est en charge de la régulation de toutes sortes d'informations dans toutes sortes de canaux de communication, de diffusion à venir ou à créer, ou etc. Ça règle l'affaire. L'autre élément, c'est que le collège, jusqu'ici composé d'une dizaine de personnes, avec uniquement des experts, bien entendu, issus du milieu de l'université, de la radio, de l'audiovisuel, on a revu le collège et des personnalités avec des compétences additionnelles pointues dans des secteurs spécifiques vont les rejoindre. Parce qu'on ne peut pas faire de la régulation si on n'a pas de l'expertise en termes de négociation avec les GAFAM et dans le secteur du numérique. Si on n'a pas d'expertise dans la valorisation des contenus audiovisuels en ligne, si on n'a pas d'expertise dans la monétisation, si on n'a pas d'expertise dans les outils technologiques de veille sur les plateformes digitales, des centaines de sites web, des centaines de contenus dans les web TV, dans les radios, quel outil technologique pour veiller sur tout ça? Donc, il est important que le collège ait ses ressources. Mais surtout et encore par rapport à la lacune qu'on a constatée, c'est la méconnaissance des dispositions légales qui encadrent le secteur de la communication et de l'information. Le droit à l'information, il y a beaucoup de confusion. Les gens, oui, le ministre invente des règles, mais c'est le code de la presse. Donc, s'il n'y a pas de juriste des médias dedans, c'est problématique. Mais aussi les nouvelles règles et législations qui encadrent la publicité. Par rapport à ça, le CORED peine à s'imposer comme organe d'autorégulation. Est-ce qu'il faudrait le renforcer? Naturellement, le CORED, c'est pareil, hein, n'a ni les ressources, ni les moyens technologiques. Est-ce qu'on lui a donné plus de moyens d'indépendance? Ils n'ont pas de véhicules, donc... On leur a donné des moyens. Pas plus tard qu'hier, on a eu un comité technique avec le président du CORED qui est passé nous voir et nous avons passé en revue le budget. Et l'autre élément qu'on va mettre sur place, c'est qu'on compte mutualiser les outils. Aujourd'hui, rien n'empêche le CORED, le régulateur, le ministère, si on a des outils performants de veille, de suivi, de monitoring, de mutualiser, ça permet de faire de la veille et de l'alerte précoce très tôt. Et après, bien entendu, dans la deuxième phase, en enclenchant la réflexion sur les textes, le code de la presse, peut-être qu'on peut enclencher la réflexion aussi sur les attributions du CORED.
Les projets pour la Convention des jeunes reporters du Sénégal? Alors, je l'ai dit, hein, la Convention des jeunes reporters, c'est l'association qui comporte le plus grand nombre de membres. Ça veut dire du point de vue démographique, c'est l'association la plus importante. Et du point de vue du volume des activités qu'ils organisent, c'est similaire également à l'importance démographique. Ils organisent beaucoup de travaux sur des thématiques essentielles. Et demain, d'ailleurs, ils organisent des journées de lancement sur la régulation et l'IA et le digital et les médias à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Nous avons pris 2 mesures. La première, c'est que la Convention des jeunes reporters va rejoindre le conseil de gestion du Fonds d'appui de développement de la presse pour avoir un droit de regard sur ce qui se fait et garantir plus de transparence sur les critères et la répartition des enveloppes. Mais aussi et surtout, parce qu'avec la Convention des jeunes reporters et le CESTI, nous voulons renforcer les curricula de formation. Cela permet aujourd'hui de juguler la problématique à laquelle nous faisons face, celle des fameux chroniqueurs, parce que travailler dans un média, quand même, il faut avoir un minimum de connaissances sur c'est quoi l'info, comment on la collecte, comment on la traite, comment on la vérifie, c'est quoi une fausse nouvelle? Est-ce que ce que je vais dire c'est une info ou c'est une fausse nouvelle? C'est quoi les informations qui peuvent être relayées sans pour autant porter atteinte aux limites de la liberté d'opinion et aux limites de la liberté de presse? Est-ce que cette info va être outrageuse? Est-ce que ça va être une atteinte à l'intégrité morale d'une personnalité ou même d'une personne X? Ça, si vous ne le savez pas, ça peut être difficile que vous ayez votre place dans un média. Mais l'autre aspect, si en plus vous dites que vous devez vous prononcer sur des sujets pointus, le droit, l'économie, l'agriculture, moi je ne parle pas, je ne peux pas parler de ces sujets parce que je sais qu'on ne peut pas avoir autant de compétences transversales. On ne peut pas être juriste, astrophysicien et en même temps ingénieur informatique. Donc, l'objectif avec les jeunes reporters, c'est de développer des curricula de spécialisation pour qu'on ait des journalistes, au moins avec des spécialisations additionnelles sur des points spécifiques qui permettent de créer une alternative dans le monde de l'audiovisuel au monde du point de vue des chroniqueurs. Et l'autre aspect, toujours sur ce point, c'est qu'avec le régulateur, le CNRA, la deuxième phase des travaux que nous allons entamer en perspective de la création de la future autorité de régulation, c'est la revue des cahiers des charges. Parce qu'on sait que les cahiers des charges aujourd'hui, tels qu'ils sont présentés, déjà, ils sont un peu caducs parce que ça fait plusieurs dizaines d'années que c'est les mêmes choses qu'on copie, qu'on colle et qu'on reprend, et qu'il faut revoir un peu les enjeux contemporains de production audiovisuelle pour le relèvement qualitatif, mais aussi parce qu'il faut renforcer les cahiers des charges pour avoir plus de mécanismes de contrôle, pas de contrôle, mais pour avoir plus de mécanismes de suivi sur les contenus des médias audiovisuels. Un rapport des Reporters sans frontières, le Sénégal a gagné apparemment 20 places par rapport à 2024 sur les conditions de sécurité des journalistes qui se sont bien améliorées avec les nouvelles autorités. Reporters sans frontières, il faut qu'on rappelle qui c'est. C'est la première ONG mondiale indépendante, autonome de journalistes qui veille à la sécurité des journalistes et à l'intégrité de l'info. Ça veut dire, c'est pas nos amis, l'État du Sénégal ne peut rien leur imposer et chaque année, ils sortent le rapport mondial. Alors, moi je suis satisfait et heureux, mais je pense que le Sénégal peut encore mieux faire et nous allons mieux faire parce que Reporters sans frontières, le premier critère qui fait que le Sénégal fait un bond aussi spectaculaire qu'on n'a jamais fait de 20 places, c'est que les autorités sont enfin en train d'appliquer les dispositions légales pour garantir une transparence dans le secteur, savoir à qui appartient quel média et savoir comment ces médias sont financés. C'est le minimum dans un pays. Parce que l'information, c'est une question de souveraineté, au même point que la sécurité, que le transport, etc. Et donc, si vous ne savez pas d'où vient l'info, qui la porte, qui le finance, c'est que vous placez votre pays dans un gouffre d'insécurité assez infernal. Ça, c'est le premier point qu'ils ont évoqué. Ça veut dire que ça renforce le postulat du ministère qui est en train de mettre en œuvre les dispositions sur la demande des acteurs des médias. Le deuxième point qu'ils ont dit, c'est qu'ils appellent également les autorités à poursuivre leurs efforts dans le cadre de la sécurité et de l'intégrité des journalistes. Ils ont dit qu'entre-temps, il n'y a aucun journaliste qui a été détenu ou emprisonné. Ça veut dire bien vrai que certains ont posé des actes répréhensibles pénalement, passibles de peine de prison, parce qu'il y a des actes, quand vous les posez, vous sortez du cadre de la presse. Quand vous diffusez de fausses nouvelles ou que vous diffamez
ou que vous tenez des propos outrageux, là, moi-même, je peux initier une action et porter plainte pour diffamation contre un journaliste ou contre une personne lambda. Voilà, pour injure ou d'une fausse nouvelle. Et quand un média se dit un média sérieux et qu'il relaie des informations d'une plateforme dont on ne connaît pas les propriétaires, d'un papier qui n'est pas signé, dont on ne connaît pas la source, ça pose des problématiques fondamentales de la connaissance, de l'éthique et de la déontologie qui régit le métier de journaliste. Et cela, ils l'ont salué quand même en disant, ils saluent les efforts du régime parce que tous les gens ont été entendus, on les a laissés aller déjeuner auprès de leurs épouses ou ceux qui ont eu des mandats de dépôt ont été relâchés. Et on compte poursuivre les efforts parce que le socle démocratique est un pilier essentiel de stabilité. Le dernier point de ce rapport, c'est encourager l'État à accentuer, à accélérer les réformes pour garantir la viabilité des entreprises. Et nous en avons assez parlé tout à l'heure. Voilà. Un mot sur la journée mondiale de la liberté de la presse. Ce sera une journée mémorable. Le Sénégal, demain, avec en partenariat à la Convention des jeunes reporters, l'ADPME, le CEDEPS, les acteurs des médias, tiendra 2 rencontres. La première sur la liberté de la presse face aux menaces de l'IA, comment garantir l'intégrité, et la deuxième sur le lancement de la phase pilote de financement de la restructuration financière. Donc cette journée sera une journée assez intéressante parce que c'est pareil, nous sommes en train de poser des actes historiques. Jamais l'ADPME, depuis sa création, n'a eu à mobiliser un fonds pour les entreprises du secteur des médias. Et ça, il faut le dire, vous ne pouvez pas accuser un régime de vous étouffer et de vous étrangler, alors que le régime, pour la première fois, est en train de mobiliser par tous les leviers possibles des financements pour vous. C'est contradictoire. Avant de nous quitter, une petite appréciation aussi de la presse et de ce qui se fait ailleurs, notamment dans la sous-région. Je pense que le Sénégal, d'après les échos que j'ai, est un très bon modèle et que, contrairement un peu aux critiques que certains sont en train d'émettre sur le processus, beaucoup d'autres pays vont l'exporter. Parce que la problématique aujourd'hui de l'écosystème des médias, elle est un peu générale et les acteurs cherchent tant bien que mal à avoir un bon modèle. Et je rappelle que ce travail-là est le résultat aussi d'un benchmarking à l'international et même sur l'autorité de régulation au lendemain du REFRAM qui a réuni les régulateurs francophones. Le ministère avec le CNRA avait initié une journée de travail avec certains régulateurs très connus pour être très pointueux et en avance, l'ARCOM de la France, le régulateur ivoirien, celui du Maroc, pour avoir une journée de réflexion. Et ils l'ont dit, le Sénégal est en train de prendre les devants sur des mesures innovantes dans le secteur des médias. Et si tout se passe bien et que tout arrive à terme, peut-être qu'on sera un pays pionnier sur des réformes innovantes et courageuses déroulées. Merci beaucoup, M. Habiboudia. Merci de nous avoir encore reçus au building. Je vous en prie, c'est un plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très très vite avec un prochain invité. Merci.